Alors bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'écoutez là les amis? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a du son? Allô, allô. Salut, salut. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Parce qu'on a eu des problèmes de son tout à l'heure. Est-ce que ça fonctionne cette fois-ci? Il y a du... Oh, on t'attend. Bah, c'est bon déjà, donc déjà c'est le principal les amis. Donc pour l'image, je sais pas. Apparemment, j'arrive pas à mettre la cam. C'est pas grave. Déjà, il y a du son. Je vais voir avec Marc. Les amis, on va voir avec Marc déjà. J'ai envoyé l'invitation à Marc. J'ai envoyé l'invitation à Marc. Ah bien le bonjour à tous. Isabelle, Bilal, Ninja, salut, salut. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Bienvenue sur UFO TV 51, les amis. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de live. Et ce soir, on a la chance d'avoir avec nous notre ami Marc Coburn. Alors, ah bah c'est bon, Marc. Normalement, c'est bon. Là, on m'attend. Bah, c'est fait. Ouais, moi, je te vois pas, Ouais, mais ah c'est bah, pas grave. j'arrive pas à le déclencher la cam. Alors peut-être que j'ai pas assez d'abonnés, peut-être. Je sais pas. Bon, ça, je sais pas du tout. Je sais pas quand c'est. En tout cas, Marc, bien content de t'écouter. J'espère que tu vas bien. Oui, enfin bon, j'ai une petite grippe, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais je m'en remettrai. Ah, bonjour à tous. En tout cas, là, ça fonctionne. Il y a du son déjà, Marc. Je suis content. Mais je suis content Mmh, de vous ici. Et je pense que la communauté TikTok Alien, elle va venir également nous écouter. Donc bonjour à tous en tout cas. Et toutes les personnes également qui te suivent, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui te suivent, Marc. oui, oui, je sais pas. Bon, on verra. Mmh, Ce soir, on va parler, comme je disais tout à l'heure, exopolitique. Tu vois, je pense que tu vas nous donner des informations importantes sur oui, les pas extraterrestres. important, chacun en jugera, mais Oui, c'est ça. si tu veux, on commencera par ce que tu disais tout à l'heure, là. Tu sais, il y en a qui disent Marx, c'est un reptilien, ce genre de truc. Bon, je vais Oui. répondre succinctement à ce genre de choses. Alors toi, tu es un reptilien et moi, je suis peut-être un petit gris, Marc, hein. C'est pour ça qu'on est. Oui, mais ça, Ah oui. non, on peut y répondre facilement. Alors bonjour à Ninja, bonjour à Slim, bonjour à... bah, je regarde un petit peu. Si tu vois les commentaires, toi, Marc, en bas, ouais, c'est bon. Je vois bonjour Marc, Slim, voilà, Il y a Isabelle, hein. Déplati. Bonjour. Bonjour la team. Je vois des trucs comme ça en bas de l'écran. Je vais aller dire aux autres que vous êtes là, Anthony, sur YouTube, mon ami. Ninja D'accord. Noir, Merci. 369. Bah, je m'excuse auprès de ceux qui sont déjà là. Je suis pas au sommet de ma forme parce que, comme souvent quand j'arrive en Inde, je me paye une espèce de grippe qui dure pas longtemps, mais je suis KO. Alors ce soir, je suis un peu plus KO que demain. Je suis en train de m'en remettre. Ça a commencé hier. En général, ça dure 1 à 2 journées. Donc, mais bon, j'ai quand même voulu assumer ce rendez-vous qu'on avait ensemble. Ah bah merci, mon ami Marc, hein. En tout cas, ben, un bon rétablissement à toi. Mais bon, ça, je sais que tu as la force et le courage pour battre cette petite Bon, grippe. une grippe, c'est pas méchant, hein. C'est ça. C'est ça. Mais l'Inde, c'est quand même un endroit où il y a pas mal de microbes. C'est très pollué. Et il y a énormément de monde aussi. Donc, waouh. L'année dernière, je m'étais payé une grippe aussi qui a duré 2 jours. Et là, j'y ai droit à nouveau. Ben, voilà. Hmm. On t'envoie plein de belles énergies. Merci, Slim.
C'est gentil. Je prends les antibiotiques, ça marche très bien, les antibiotiques. Alors, je tiens également à signaler que toutes les personnes qui viendront vider leur sac avec des commentaires haineux, etc., ils seront bloqués. Voilà, j'ai pas, je suis là, bien sûr, je modère également cette chaîne et il y aura bien sûr des personnes bloquées. Hmm. Bonsoir Jackie. Bah, Jackie, c'est un ami également. Tu vois, Marc, il y a pas mal de personnes qui me suivent là et je vois qu'ils sont tous au rendez-vous quand même sur la chaîne UFO TV 51 YouTube. Et c'est pas mal de faire un petit live YouTube, Marc. Oui, c'est comme, bah, tu vois, avec toutes les difficultés qu'on a eues sur TikTok, alors je peux expliquer, depuis plus d'une heure et demie, avec Anthony, on a essayé de régler tous les problèmes techniques, mais en fait, l'Inde, elle n'a pas très bon rapport avec les Chinois, et donc TikTok est interdit en Inde. On ne peut pas l'utiliser. Alors, on a contourné partiellement la chose avec un VPN, mais au bout du compte, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à faire un live avec TikTok. Voilà, on peut avoir TikTok, mais pas faire un live. Donc là, on a laissé tomber. On a mis quand même un moment à comprendre que c'était pas possible. Et donc sur d'autres réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Et avec YouTube, on peut. Voilà, c'est ce qu'on a fini par faire après avoir tout essayé. Et ni Anthony ni moi, on est des spécialistes des réseaux sociaux aussi, hein, techniquement. Donc ça ajoute à la difficulté, hein. On tâtonne tout le temps. Exactement. Alors moi, c'est vrai que j'ai lancé, tu vois, Marc, tu avais bien fait de le dire parce que j'ai lancé ma chaîne grâce à mon fiston. Alors le fiston, là, il est beaucoup plus jeune, il a 14 ans, mais lui, il maîtrise très très bien l'informatique. Mais comme il veut pas Ouais, être papa, mais c'est lui qui m'a lancé parce que moi, j'étais pas réseau du tout. Donc tu vois, c'est vrai que. ouais, ouais. Et mine de rien, le fiston, il a eu bien fait de lancer la chaîne à papa parce que la chaîne de papa, elle fait 40 000 followers quand même, hein, la chaîne TikTok, c'est incroyable. Ah oui, oui, bah, c'est bien. On est lancé, tu vois. Bah oui, en effet. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu as une vision sur les gens qui arrivent sur le live, hein, en ce moment? Parce que moi, comme je suis pas l'organisateur, je vois pas. Alors, il y a, tant mieux, je n'ai pas TikTok, donc oui. Après, il y a des commentaires également. Alors, il y a un monsieur qui disait, les dracos, certes, sont nocifs et dangereux pour l'humanité, mais les reptiliens, en général, sont très respectueux de la communauté Oh, universelle. ouais. Alors, quand la batterie Light Power, s'il vous plaît, Marc? La batterie Light Power, Marc. Oui, je vois ça, oui. On va attendre encore un petit peu. Là, on est 60. Je pense que ça va monter encore un petit peu. Puis on commencera avec le live, Marc, par rapport à l'exopolitique, là, parce que c'est vrai que ça va Mhm. m'intéresser. On parle régulièrement de tout ça également sur la chaîne Alien TikTok, tu vois. Ouais. Et tu enregistres à partir de quand? Maintenant ou plus tard? Enfin, au moment où tu auras plus de On va peut-être personnes. enregistrer. Là, le live, il est parti. Je pense qu'on va le laisser comme ça, hein. Il sera sur la chaîne. Bon, Il bah, reste. ok, bon, là, on peut commencer par le sujet que tu évoquais tout à l'heure, puisqu'il y a des gens qui disent, enfin, qui écrivent que Mark O'Byrne, c'est un reptilien. Alors, effectivement, j'ai évoqué une incarnation il y a à peu près 40 000 ans sur notre planète, dans lequel j'avais un corps qui n'était pas un corps humain. Mais c'est quelque chose de très très simple à comprendre. Notre identité, c'est d'abord le corps biologique qu'on occupe. Et si on disait à ma mère biologique ou aux gens qui m'ont connu quand j'étais jeune qu'il y a des gens qui pensent que je suis un reptilien, leur réflexion immédiate, ce serait de dire ces gens-là sont complètement fous. Hein. Je vous invite à dire ça à ma mère. Elle va dire mais ils sont cinglés. Pour elle, la question ne se posera pas du tout. Vous êtes complètement cinglés. Alors, d'autant que la plupart des gens qui font ce genre de réflexion n'ont pas la moindre idée de leur parcours cosmique. Ils savent pas comment ils ont été incarnés. Et donc, c'est une première ignorance. La première des choses, c'est qu'on est notre corps biologique d'une certaine manière. Notre identité, c'est le corps biologique. C'est ce qui va déterminer notre caractère et beaucoup de comportements. Donc, pour l'instant, j'ai un corps de primate terrestre. D'accord? Et je suis 100% humain terrestre. Si ce n'est que j'ai des mémoires qui viennent d'autres incarnations, alors pour le coup, pas seulement reptiliennes, puisqu'il y a d'autres choses. Donc,
comment on va choisir ce que je suis? On va prendre ce côté reptilien, mais on va oublier tout le reste, tu vois? Donc c'est des raisonnements absurdes de gens qu'en fait, qui comprennent pas du tout comment ça fonctionne. Voilà. Et je le répète, pour les gens qui me connaissent et mon épouse et tout le reste, c'est simplement, ridicule de dire ce genre de choses. C'est vraiment ne rien comprendre à la réincarnation. Voilà. Donc, les gens qui veulent rien comprendre, je sais que c'est pas utile d'essayer de leur expliquer. Mais non, moi je voulais faire cet aparté, ce préambule-là, voilà. Pour ça, il faut un minimum d'intelligence pour comprendre ce genre de choses. Bon, Enfin, on fait heu, on fait un gros bisou à ta maman en passage, Marc. oui, ouais, voilà, heureusement qu'elle ne lit pas ce genre de trucs. Ah oui. Je peux dire, là, elle montrait au rideau en disant: «Mais les gens à qui tu parles sont complètement cinglés, ne fais plus ça, quoi. C'est vraiment des barjots». C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'elle me dirait, hein, direct. Heureusement, je l'épargne de tout ça, hein, voilà. Bah, je mélange pas, ma vie privée, ma famille à tout ça. On va revenir à l'exopolitique. Alors l'exopolitique, d'abord, on va en donner une définition, c'est de montrer comment le la géopolitique terrestre est influencée par l'exogène, c'est-à-dire par ce qui vient d'en dehors de la planète. Et les premiers à avoir évoqué ce terme, c'était il y a une quinzaine d'années, des Américains. Le premier bouquin qui est paru là-dessus s'appelait Exopolitics, hein, je me souviens que je l'avais lu. Donc on parle de ça vers les années 2010, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des interactions entre les espèces non terrestres et la soi-disant espèce évoluée de la Terre, c'est-à-dire l'être humain. Donc c'est la prise en compte dans la géopolitique de l'environnement cosmique. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, ce genre de choses. Euh, alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a encore rien dit. Parce que s'il y a quelque chose qui est une des caractéristiques de l'exopolitique, c'est qu'elle est discrète. Elle est discrète au point que la plupart des gens, quand je dis que la plupart des gens, c'est 99% des humains de cette planète, n'ont pas la moindre idée de cette réalité-là. On va parler de beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont plus ou moins informés, et pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique, il y a des gens qui sont très très valables. Je ne parle pas des télés qu'on appelait mainstream autrefois, qui ne sont plus du tout mainstream, mais qui véhiculent pratiquement que des informations. Mais il y a des gens qui sont de bons spécialistes de la géopolitique, hein, chacun trouvera ce qui lui correspond, mais qui évoquent très 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 peu, ou voire pour l'essentiel pas du tout, cet aspect de géopolitique. Je crois qu'il y a l'ancien directeur du renseignement français qui en a parlé un tout petit peu il y a quelque temps sur une vidéo. Et si on veut simplement avoir une base, parce que ce qui est écrit est vrai, je recommande à nouveau de lire un bouquin qui est sorti en 1999, qui s'appelle Le rapport Cometa, dans lequel des gens de l'armée française, hein, et des hauts gradés, et pas seulement, il y a le directeur de l'armement, il y avait des gens comme ça, parlaient de cet aspect de géopolitique. En particulier, il parlait de l'Amérique, des Américains et de la rétroconception de technologies avancées. Donc il y avait déjà une approche géopolitique, et il y a à ce niveau-là, puisque on peut pas, alors on va en parler, mais on peut pas ignorer la géopolitique des dizaines d'années qui vont arriver sans prendre en compte l'influence exogène. Et pour l'instant, je répète, il y a très très peu de gens qui l'abordent, mais ce qui s'appelle très très peu de gens. On l'aborde dans le cercle ufologique, alors c'est-à-dire un tout petit nombre de personnes, hein, vous êtes peut-être 1% ou 1 pour 1000 à s'occuper de ça. Mais dans certains pays comme les États-Unis, c'est déjà beaucoup plus développé, ou même au Mexique, hein. Moi, je voyage un peu, vous voyez, hein, et il y a des pays où c'est quand même plus connu, plus développé que d'autres. Mais dans les pays européens, c'est très très peu évoqué. Pourquoi est-ce que l'exopolitique est importante? D'abord parce que les manifestations des exogènes, on va parler des extraterrestres, elles sont surtout au niveau de ce qu'ils jugent important, c'est-à-dire des armes nucléaires et de la technologie nucléaire civile. Et là, dans le monde entier, on a des interventions. Il y a des gens qui ont écrit des très bons bouquins là-dessus. Je vous invite à aller les lire et à aller les chercher.
Il y en a certainement en français, il y en a certainement beaucoup plus en anglais, mais là où on a le plus d'interventions visibles, c'est au niveau des centrales nucléaires et au niveau de l'arme nucléaire. Et ça, il n'y a pas de pays qui a échappé à ça. Okay. Donc moi, ce que j'ai expliqué, c'est qu'en France, tout au moins, et dans d'autres pays sur lesquels je ne donne pas de détails, quand un président est élu, il est tenu au courant par quelqu'un qui va lui expliquer la réalité de cette chose-là. Donc les précédents présidents de la République ont eu cette information. Je pense que M. Emmanuel Macron l'a eu aussi, je le suppose. Mais pour certains de ses prédécesseurs, c'est une certitude pour moi. Donc, on explique à ces gens-là que de toute façon, on n'est pas tout seul, ni dans l'univers, ni sur la planète, et qu'au sujet du nucléaire, on ne fait pas ce qu'on veut. En gros, il ne faut pas qu'ils s'étonnent si à un moment, un de nos missiles va de travers, va pas du tout là où on veut, ou même qu'il est neutralisé. Bon, ça, on l'explique aux dirigeants de la planète. Les Russes ont été au courant aussi, depuis longtemps. Les Russes, les Américains, les autres. Et si vous avez des doutes, regardez la conférence de Washington en 2013. J'étais à cette conférence physiquement. C'était fin avril, début mai, dans lequel il y a beaucoup de militaires de tout un tas d'horizons différents qui se sont exprimés. Des gens qui étaient des directeurs de base de lancement de missiles Minuteman, des Anglais, des Sud-Américains qui venaient avec leur uniforme et leur background de militaires. Ils disaient voilà leur grade, l'endroit où ils ont été formés, là où ils ont été affectés, et ils témoignaient en direct dans cette conférence de ce qu'ils ont vu et constaté. Et c'était très loin d'être des taches de lumière qui se déplaçaient loin. On a affaire à quelque chose de beaucoup plus poignant. Alors pour les gens qui veulent vraiment s'intéresser à la chose, regardez, parce qu'il y a des choses sur Internet, les comptes rendus et les vidéos de ça s'appelait Citizen Hearing for Disclosure. Et je répète, moi j'étais présent physiquement là-bas, et à ma connaissance, moi et ma compagne de l'époque, on était les seuls Français. Il y en a peut-être d'autres, mais bon, je ne les ai pas croisés. Donc vous voyez qu'en fait, les informations existent. Ces informations, elles sont fondamentales et nous disent quoi? Déjà, en prenant simplement ce cas-là, on ne fait pas ce qu'on veut sur une des choses les plus importantes. L'outil de dissuasion nucléaire, c'est l'arme la plus importante. Et dans cette conférence et dans d'autres, mais je prends l'exemple de celle-ci, on nous explique qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec ça. Alors, déjà, il y avait des témoignages de neutralisation complète de bases de missiles. On parle de ça aux États-Unis. Mais les Russes ont eu plus récemment la démonstration que ça pouvait être pire que ça. C'est-à-dire qu'un gentil ovni qui neutralise 10 missiles nucléaires, c'est une chose, mais ils ont fait la démonstration qu'ils pouvaient faire pire. C'était en Russie il y a quelques années, il y a peu d'années, c'était dans les années 2020, où un ovni est arrivé, et puis ils ont pris les commandes de la base, c'est une base russe, ils ont ouvert la trappe, et ils ont commencé à faire sortir le missile. Et donc, ils n'avaient plus aucun moyen, les Russes, d'agir sur ce missile, et ils ont même pensé qu'il allait leur péter à la gueule. Vous voyez le genre de truc. Donc, les aliens ont montré qu'ils faisaient exploser l'ogive nucléaire là où ils le voulaient, et éventuellement dans le silo. Alors là, on est au cœur de quelque chose qui est ultra top secret. Pour valider, pour comprendre ce que je vous dis est la réalité, il va falloir que vous fassiez des sacrées recherches. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, parce que la plupart des gens, ils font des recherches comment? Sur Internet. Ok. Alors, il y a des trucs sur Internet, mais on est très très loin d'avoir tout. Si vous voulez faire des enquêtes sérieuses, il va falloir aller sur le terrain et vous déplacer. Donc ça suppose d'engager des moyens. Moi, c'est ce que j'ai fait bien avant d'écrire mon premier livre. J'étais intéressé pour différentes raisons sur les sujets, et j'ai investi plusieurs dizaines de milliers de dollars à l'époque, avant de publier mon premier livre, pour aller développer et enquêter sur des sujets qui me paraissaient hautement stratégiques. Alors, je ne dis pas que tous les moyens sont à la disposition de tout le monde. Je dis simplement que si on n'a que Internet pour juger de la réalité, ça va être très très court comme élément. Je voudrais souligner d'abord un point, c'est que les choses essentielles, les choses les plus importantes ne sont pas sur Internet. Elles ne le sont jamais. Vous voyez ce qui se passe en ce moment sur les manœuvres autour de l'Iran et l'armada américaine et tout le reste. Dites-vous bien que le plus important n'est pas sur Internet. C'est toujours comme ça. Que ce soit en politique, en économie, les gens qui sont au courant, qui ont le pouvoir,
Le dernier endroit où ils vont mettre l'information, c'est sur Internet. C'est quand ça sert leur intérêt immédiat ou quand l'événement est passé. Mais sur des choses présentes et importantes, ça n'est pas sur Internet. Ça, il faut bien que chacun le comprenne. Et les gens informés ne mettent pas ces informations sur Internet parce qu'ils font partie du processus de secret et donc de pouvoir. C'est très rare que les gens mettent les choses sur Internet alors que c'est important. Il y a eu des cas, il y a eu des exceptions avec des gens très très calés en informatique qui ont ouvert des archives. Et vous avez vu ce que ça fait, hein. C'est là, c'est des révélations, en vois-tu, en voilà. Et les gens, ils ont des ennuis toute leur vie parce qu'évidemment, ce qu'ils ont fait par rapport aux gens de pouvoir, eh ben, c'est un désastre. Voilà. Donc, on a eu des précédents, Anthony, tu dois les connaître, toi, ces précédents de gens qui ont ouvert des archives Internet. Oui, oui, c'est ça. Alors, moi j'aime bien, je sais pas si tu le connais, c'est Alain Juillet. Est-ce que ça te dit quelque chose, Voilà, alors Alain Juillet, justement, je voulais le citer. C'est un ancien patron du renseignement français. Alain Juillet, qui est un garçon plutôt pragmatique, hein, de toute façon, dans ce genre de poste, on a ça. Il aborde cette question. Mhm. D'accord? Moi, ce que je remarque, c'est qu'il fait pas beaucoup de vues C'est vrai, c'est quand vrai. il aborde ces questions-là. Donc, il y a quelque chose de très très simple, c'est que tout est organisé pour laver le cerveau des gens et pour les détourner de ce qui est important. Ça fonctionne très bien. Alain Juillet, quand il évoque cette question-là, et tu as raison, tu l'as reçu, Alain Juillet, sur ta Euh, chaîne? Pour l'instant, non, mais j'ai un contact avec lui, oui, c'est ça. Voilà. Quand il évoque cette question-là, si on le prend un minimum au sérieux, on se dit que ça renverse absolument tout sur la table, hein. Si même 10% de ce qu'il raconte est solide, et je pense que c'est beaucoup plus que ça, tout ce qu'il raconte, enfin, hein, est tellement, change tellement les paradigmes d'analyse qu'il faut balancer tout le reste et rebâtir un nouveau contexte. Alors oui, Julian Assange, ouais, j'ai Sylvia qui intervient, qui dit Julian Assange. Effectivement, Julian Assange a ouvert beaucoup d'archives et je pense que dans le flow, alors je n'ai pas été les consulter parce qu'on noie aussi les gens. Une manière de désinformer les gens, c'est de les noyer sous un flot d'informations. Tout à Voilà. fait. Emery Et, Smith, je vois quelqu'un qui parle d'Emery Smith. Alors Emery Smith, je l'ai rencontré, je le connais. des Euh, vidéos également, hein, Marc, hein. L'IA, toutes les vidéos qui traînent un petit peu sur différents réseaux, je pense que c'est un petit peu pour discréditer le phénomène OVNI, hein, tu vois. mais bien sûr, bien sûr. Bon, il y a plein de manières de discréditer le phénomène OVNI. J'ai déjà expliqué ça. C'est la discrimination amplifiante, par exemple, la désinformation amplifiante. On va dire oui, oui, c'est vrai, puis on va le mélanger avec tout un tas d'imbécilités, du genre les gens de Zeta Reticuli, ce sont nos descendants qui ont remonté le temps, donc c'est nous-mêmes, en quelque sorte, nos descendants qui remontent le temps et qui reviennent nous voir en disant faites gaffe. Ça, ça a été inventé par une agence de désinformation en un quart d'heure sur un coin de table, hein. C'est complètement faux. Tu vois. Et c'est comme ça qu'on arrive à décrédibiliser un truc en disant oui, oui, c'est vrai, puis ça aussi, c'est vrai. On noie ça sous un paquet de bêtises. Et puis la Terre est plate en même temps, tu vois, voilà, ce genre de truc. Bon, je caricature à peine, mais c'est comme ça que ça fonctionne. La désinformation amplifiante, c'est ça. Et donc, on a 99,99% des gens chez qui ça marche. Voilà, les gens à part le public qui est le tien et des personnes qui s'intéressent sincèrement à ça et qui ont été souvent en contact direct avec la chose, personne ne s'intéresse au phénomène. C'est vrai. C'est extrêmement rare, alors que c'est fondamental. Il n'y a pas Alors, quelque chose de plus important que ça pour juger de la situation passée, de la situation présente et de la situation future de l'humanité. Il n'y a rien qui arrive à la cheville de ça. Rien du tout. il y a une belle question de David, Marc, c'est la divulgation d'une présence extraterrestre peut-elle déstabiliser l'ordre politique mondial? Alors, mais bien sûr. Alors, il y a des gens qui ont écrit, surtout aux États-Unis, des bouquins là-dessus. Il faut remonter à la genèse. Le véritable choc, ça a été Roswell, même s'il y a eu des crashs avant. Ça a été Roswell.
Et là, il y a des gens, alors à tort ou à raison, qui se sont dit que ils étaient en pleine guerre froide, qui se sont dit que ça allait tellement perturber la population qu'il valait mieux ne pas leur en parler, c'est-à-dire les effrayer. Non seulement la présence extraterrestre, mais ils ont appris aussi, bon, je souligne, que certaines races n'étaient pas particulièrement bienveillantes envers l'humanité. Donc, même si c'est pas la majorité, pas bienveillante, ça ne veut pas dire qu'ils veulent nous détruire, sinon ça serait déjà fait. Hein. Donc, ça, plus le fait que ce qu'ils ont trouvé leur ont fait comprendre que les technologies exogènes étaient immensément plus avancées que les nôtres et qu'il fallait les garder secrètes par rapport aux Russes qui avaient déjà infiltré le projet Manhattan. Hein, faut savoir qu'il y avait 2 physiciens russes au cœur du projet Manhattan. C'est pour ça que les Russes ont eu la bombe nucléaire très rapidement après. Donc, quand les Américains ont compris que ça, c'était plus important que le projet Manhattan, ils ont mis en place des mesures qui sont allées jusqu'à l'exécution de témoins directs américains. Voilà. Et ça a duré assez longtemps. Donc, je pense qu'on tue moins maintenant qu'on tuait à 60 ans pour ce genre de choses, mais raison d'État. Mhm. La deuxième chose que ces gens-là ont dit, en dehors de la menace de l'Union soviétique, du communisme, c'était que ça allait bousculer toutes les religions terrestres. Et ça, c'est vrai. Il faut savoir que pour l'instant, à peu près les 3/4 de l'humanité terrestre croient en un truc similaire à ce que, bon, au christianisme ou à l'islam, voire même au bouddhisme. Et le contact avec ces réalités-là ébranlerait fortement la métastructure de l'esprit humain. C'est comme ça que les religions finiront par être détruites et ils seront complètement détruites, enfin en tout cas dans leur majorité, et en particulier les religions du livre, vont être dispersées par la révélation. C'est pour ça qu'elle sera que progressive. Ça partira comme neige au soleil. Euh, Moi, je vous fais le scénario. Si vous voyez un être très avancé, mais qui a des millions d'années d'avance sur nous, qui débarque et puis qui a un type avec une croix sur la poitrine ou n'importe quel signe religieux qui dit maintenant, parlons clairement. Est-ce que Dieu existe tel que je conçois? Il va dire non. Votre Dieu n'existe pas. Est-ce que dans le cosmos, dans la galaxie, ce que nous, on croit sur Terre est partagé par d'autres? L'entité supérieure va témoigner du fait que non. C'est comme je l'expliquais dans une vidéo précédente, va témoigner que les croyances de ce type-là ne sont le fait que des civilisations primitives et extrêmement basiques. Voilà, violentes, primitives et ignorantes. Donc, pour l'instant, on a jugé bon de laisser les gens dans l'ignorance parce que les religions structurent la société, ça permet de les dominer. Alors, faisant promettre des trucs qui n'ont rien à voir avec la réalité. Hein, voilà, le paradis, ce genre de trucs. Alors Marc, Donc, par rapport tu vois, la nucléaire, là, quand tu parlais de la nucléaire, moi j'ai une petite idée, tu vois, par rapport à la nucléaire et les ovnis, tu vois, parce que je recherche beaucoup, je fais pas mal de recherches. Et c'est vrai que dans les oui. années 80, je me souviens qu'ils faisaient des essais sous l'eau, tu vois, dans les années 80, et ça a dû les impacter, je pense. Alors, tu parles de qui des chercheurs? À l'époque, je sais pas si tu te souviens, l'État, là, il mettait des missiles nucléaires dans l'eau, tu vois, dans l'océan, tu vois, il faisait des essais dans les années 80. Est-ce qu'on n'a pas Mais, impacté ces fameux êtres extraterrestres, tu vois? Parce qu'on sait qu'ils sont sous l'eau, hein, il y en a pas mal non, sous non, non, non. Les impacter, je veux dire les perturber, non, non, non. avec la météorite. Alors, imaginons qu'une bombe nucléaire, alors, bon, juste je vais préciser les choses, qu'une bombe nucléaire soit sous le point d'exploser, ou même explose. Eh bien, un ovni avec une technologie avancée, il va passer de 0 à 20 000 km/h en un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'il va être immédiatement trop loin pour avoir le moindre dégât sur sa coque et sa structure. Voilà, D'accord. c'est d'un seul coup il est là, puis d'un seul coup il est à 20 000 km. Mhm. Ok, donc l'arme nucléaire, à moins d'un choc direct, mais ils le verraient venir, ils ne sont pas impactés du tout. Non, par contre, ça, ils ont un souci par rapport à l'environnement. Voilà. Et beaucoup de choses, alors je fais une parenthèse, hein, c'est un peu en vrac, mais on a eu beaucoup aux États-Unis, il y a une journaliste qui a enquêté là-dessus qui s'appelait Linda Ho. Alors encore une fois, moi je ne parle pas, encore, l'essentiel de ce que je connais vient ou de contacts directs ou de contacts de seconde main.
Et donc, j'ai rencontré Linda Ho en 2005 à Amsterdam. Et c'était une journaliste américaine du milieu des États-Unis, ce qu'on appelle, je ne sais plus comment on appelle ça, au milieu des États-Unis, l'endroit où il y a les fermiers. La ceinture de la Bible, ils appellent ça en anglais. Il y a eu des mutilations de bétail extrêmement nombreuses. Elle a enquêté là-dessus. Moi, j'avais vu ses reportages, même vu rencontrer son caméraman qui l'accompagnait à 20 ans, donc il y a plus de 20 ans, à Amsterdam. Et nous a montré plein de photos, plein de trucs, et on ne comprenait pas ce qui arrivait. Et en fait, ce qu'on a réussi à comprendre, mais peu de gens le comprennent, c'est que ces mutilations de bétail, ce n'était pas du sadisme de la part des exogènes, c'était des analyses biologiques et radiologiques sur du matériel vivant, parce que les Américains faisaient exploser, ils ont fait leurs tests nucléaires aux États-Unis, dans le désert du Nevada. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il y a même eu une période où on expliquait aux gens de Las Vegas, qui étaient à 100 ou 150 km des sites, le jour des explosions, on leur disait, bah, tiens, il va y avoir un pétard qui va exploser, là, regardez vers le nord, et les gens sortaient pour voir ça. Ils se prenaient une bouffée de rayons gamma, ça leur faisait leur dessert gratuit. Donc, il y avait des retombées aux États-Unis. Et ce qu'ont fait les gens, principalement des États réticulis, c'est qu'ils ont voulu voir ce qui se passait au niveau de la biologie. Donc, ils prélevaient du bétail et d'autres animaux. Ils ont dû faire ça sur des humains aussi, je ne sais pas de quelle façon, mais ils ont découpé les parties sexuelles, etc., parce qu'il y avait des endroits qui stockaient particulièrement les radiations. On est arrivé à comprendre ça. D'accord. Mais il y a peu de gens qui sont au courant. Ce n'est pas parce que c'était des sadiques ou parce qu'ils mangeaient de la viande. Alors, ils vidaient totalement le sang des animaux, puis après, au lieu de venir les déposer au sol, ils les balançaient carrément par la fenêtre des ovnis. Ce qui fait qu'on avait des bœufs, par exemple, dont on avait prélevé la langue ou les parties sexuelles, et complètement vidé de leur sang, c'était complètement inexplicable, et on voyait que c'était coupé au laser, leur plaie, et ils étaient fichés dans le sol comme s'ils avaient été jetés d'une distance de plusieurs kilomètres en l'air. Donc on avait ça. Moi, j'ai vu les photos de Linda Ho et nous expliquait ces enquêtes. Même les fermiers ne comprenaient pas. Comment c'est possible qu'une vache tombe de 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres de haut? Voilà. Donc déjà, ce problème était là dans les années 60. Il y a quand même plein de gens qui ont constaté ça, les fermiers. Hein. Bon. Donc pourquoi j'étais en train de parler de ça? C'est que oui, les enquêtes de terrain, là, c'est en rencontrant Linda Ho et en l'écoutant parler et en l'écoutant témoigner de ce qu'elle a vu, parce qu'elle a enquêté, hein, c'était un véritable travail d'investigation. Là, on a un témoin de seconde main. OK? Ce genre d'informations, si vous les cherchez sur Internet, vous avez du mal à les trouver, hein, je vous garantis. Hein. Je répète que pour les chercheurs qui sont vraiment motivés à travailler sur le truc, il va falloir vider votre tirelire et aller enquêter sur le terrain, là où les choses se passent. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt de ce type-là. Je ne regarde pas Internet, très peu, en tout cas dans ce domaine-là. Voilà. L'essentiel de ce que je connais, soit j'ai eu de manière directe, soit j'ai eu de manière directe avec des témoins qui étaient des témoins directs. Voilà. Est-ce qu'une montre religieuse de cerveau et système nerveux, moi j'ai rencontré quelqu'un qui était très copain avec les montres religieuses aussi. Elle m'a expliqué que c'est une fille qui était tout à fait crédible, qu'elle avait du mal à garder ses petits copains, c'était une américaine, que dès qu'une montre religieuse de 2 mètres de haut apparaissait, les petits copains disparaissaient en courant et elle les revoyait jamais. Bon, voilà. Alors, il y a une question également. Alors, Marc, tu savais qu'il a été dans le Black Program Emery Smith? Emery Smith. Oui, alors, non, je ne savais pas. Moi, je l'ai connu comment? Parce que je l'ai rencontré, Brice Smith. Alors, je sais qu'il est actuellement reporter à Gaia.com, la plus grosse chaîne voilà, qui traite de ces sujets aux États-Unis et dans le monde. J'ai un ami qui passe sur Gaia.com, un ami nord-américain qui passe de temps en temps sur Gaia.com. Et Emery Smith, quand je l'ai rencontré, c'était en 2009, il était garde du corps de Stephen Greer. Et donc, je passais une semaine avec lui et toute l'équipe de Greer. À l'époque, il y avait toute l'équipe autour de Greer, sa première équipe, celle du Disclosure Project. Et Emery m'avait raconté qu'il avait fait un jour un voyage hors du corps. Voilà. Donc, il avait suffisamment bouleversé, frappé pour bousculer sa vision du réel.
ce qu'on a souvent, hein, c'est-à-dire même une simple expérience, quand elle est authentique, elle perturbe complètement les gens. Donc ça avait complètement ouvert ses perspectives. Et il avait rejoint le projet Disclosure, je pense, de fil en aiguille avec tout ce genre de choses, parce que souvent on prend conscience de l'existence en dehors du corps biologique, mais également de la présence exogène, hein. En même temps, les choses ont tendance à s'enchaîner assez facilement. Donc voilà, je répète, on parle des brisseries, moi je l'ai rencontré en direct. J'ai rencontré Lindao en direct. Voilà. J'ai aussi rencontré en direct le spécialiste russe des ovnis, même si j'ai vu, désolé, je me mouche, hein, même si j'ai vu que ce type-là, il est autorisé à dire certaines choses et pas d'autres. À l'époque, son nom va me revenir, Valéry Ouvarov. Faites des recherches. Le patron de Valéry Ouvarov rapportait directement à Poutine. Donc Valéry Ouvarov était simplement 2 strates en dessous de Poutine, hein. C'était pas la strate du dessous, mais la strate immédiatement en dessous. Donc on voyait que ce gars-là était là pour divulguer un certain nombre de choses et pas d'autres. Voilà, moi je l'ai approché, hein, j'étais là avec lui. Donc vous voyez, j'ai également rencontré des journalistes mexicains et assisté à un film qui a été pris par l'armée mexicaine. C'était édifiant, hein, ça c'est un film que vous ne trouverez pas sur Internet, hein, c'est pareil, hein. Je ne sais pas si ça intéresse que je raconte ces anecdotes-là. Ils avaient Oui. filmé avec une caméra de l'armée l'équivalent de la parade du 14 juillet au Mexique, avec une caméra haute vitesse, donc genre 1000 images par seconde. Et qu'est-ce qu'on voit? Moi, le film, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'on voit au milieu du film, hein, je vais te passer les images au ralenti. On voit une soucoupe volante qui s'invite au milieu de la parade, carrément, mais qui se déplace tellement vite que de temps en temps elle s'arrête, de temps en temps elle repart, mais il n'y a qu'une caméra haute résolution, comme ça, très grande vitesse, mais on la voit très bien. Vous voyez, donc ça, cherchez-le sur Internet. Amusez-vous à le chercher, ce genre de choses. Et donc l'image a été examinée dans tous les sens, et les ombres, la position du soleil, tout ça correspond parfaitement. Donc ces gens-là, ils se déplacent tellement vite qu'on ne les voit pas. Il faut des technologies de ce genre-là pour les distinguer. Donc, vous voyez il y a énormément de matériaux, il n'y a pas simplement des images, il n'y a pas simplement des témoins, il y a des preuves physiques de tout ça. Alors, je reviens, c'est un peu en vrac, hein, ce que je raconte, je suis désolé, je ne suis pas très Il en y a forme. une petite question quand Oui, même de Nadia, si tu peux répondre à Nadia. Est-ce que les exogènes travaillent en Afrique avec les Africains? ah Vu que tu bah disais. là, j'en sais rien du tout. J'en sais rien. Bah, pour le coup, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils travaillent avec les programmes secrets, enfin, les exogènes. On ne peut pas généraliser non plus. Alors, je vous explique pourquoi. Il y a des exogènes qui travaillent, des gens qui ne sont pas issus de cette planète et qui ne sont pas humains terrestres, qui travaillent avec les Américains depuis les années 60. D'accord? Mhm. Et c'est les gens de Zeta Reticuli, ce qu'on appelle les gris. Et ça, c'est pas une hypothèse, c'est une certitude, pour moi en tout cas, à 100%. Ils viennent pas du futur, hein, ils viennent d'un système qui est autour d'un système double, hein, d'une toile double que nous on appelle Zeta Reticuli. On sait qu'il est double depuis peu de temps, quelques dizaines d'années. Ces gens-là, il y a environ 25 ans, pour venir, donc pour faire le chemin de 30 années-lumière, ils mettaient 6 mois. Hein. Donc, pour faire un aller-retour, 1 an. Donc, ce qui prouve qu'ils voyageaient à 60 fois la vitesse de la lumière. Voilà, juste pour vous expliquer que ça, c'est une réalité connue des programmes secrets depuis longtemps. Et une partie de la géopolitique présente et future va être de plus en plus tributaire de ces programmes secrets. Alors, je vais revenir dessus. On ne comprendra pas ce qui va se passer durant les 3 prochains siècles. Alors, vous allez me dire, 3 prochains siècles, on s'en fout, hein. Mais quand même, si on ignore l'impact exogène sur notre civilisation et en particulier sur la technologie. Donc, ils sont déjà là, ils sont présents. Ils sont présents depuis toujours. Les gens de Zeta Reticuli, mais également d'autres. Il y a un type qui a parlé d'une autre race que appellent les Tall White, les grands blancs, qui ont eu l'autorisation de séjourner dans un coin inhabité du désert de Mojave, certainement la planète très chaude,
Et il y a un Américain qui était un soldat isolé qui faisait des tests météorologiques, qui a écrit 3 bouquins là-dessus, qui ont l'air d'être des romans, mais qui ne sont pas des romans. Alors, je vous invite à les lire. Ils ne sont pas traduits en français, mais bon, voilà. Le mec, il décrit quand même précisément ces gens-là et les contacts qu'il a fini par avoir avec eux. Donc, les contacts, ils existent. Ils sont principalement américains. Mais ce que je voulais vous l'expliquer, c'est que les Russes et les Chinois sont au courant, et également les Français. Vous allez trouver ça dans le rapport Cometa. Hein, je ne parle pas en l'air. Dans le rapport Cometa, il est dit, je cite de mémoire, si les Américains, et c'est probable, ont récupéré un vaisseau machin, un vaisseau non terrestre, il est possible, il est probable qu'ils aient une avance technologique colossal par rapport au reste de l'humanité. C'est écrit dans le bouquin. Alors, lisez-le attentivement. C'est pas un gros bouquin, c'est pas un gros livre, mais c'est des gens sérieux qui ont étudié le phénomène, qui est avéré pour eux, hein, puisque les pilotes ont été nombreux à rapporter ce genre de choses. Et ce bouquin dit le phénomène OVNI existe, il est réel, il est objectif. Il est extrêmement probable que ces gens viennent d'outre-espace. Et voilà les implications. Et dernière partie du bouquin, est-ce qu'on en parle au grand public? Ben non. Et les mecs, ils publient un bouquin qu'on trouve en librairie en disant on ne doit pas en parler au public. Alors c'est ça le paradoxe, vous voyez. On trouve dans un bouquin l'idée qu'on ne doit pas diffuser cette information, mais on la trouve dans le grand public. Mais c'est tellement noyé dans un océan d'autres livres que les gens ne font même pas attention. C'est pour ça que je vous parle de ce bouquin. Lisez-le, il est ici en 2 heures. C'est pas issu de débiles mentaux, c'est des gens qui ont des étoiles sur les épaules, hein, pour le moins. Et ça, pour le moins, ça doit vous donner un indice qu'il se passe quelque chose de sérieux. Si vous ne faites pas attention à ça, c'est que vous n'avez pas envie de savoir. C'est que vous avez envie de dormir. Et de Alors, la même façon, si vous... Oui, pardon. je te laisse finir et je reviendrai après. Vas-y, finis. Et de la Excuse-moi. même façon, si vous faites enfumer par des histoires que vous ne pouvez pas vérifier, du style les gris sont des méchants, les reptiliens sont ceci ou comme cela, et les dracos sont comme ceci ou cela, parce que vous avez vu sur Internet ou dans vos rêves ou dans vos trips sous drogue, ce genre de truc, ça vaut 0. Est-ce que, je ne sais pas si je suis clair. Ce que vous avez vu sur Internet ou quand vous avez pris de la drogue ou quand vous avez eu des cauchemars, ça ne vaut rien. Et si des types rapportent avoir vu des trucs et qui vous balancent du racisme cosmique en disant tous les reptiliens sont des salopards, au passage d'ailleurs, on peut considérer que les gens des Deraticulis sont des reptiliens, hein, bon, si on peut les classer comme ça. C'est simplement du bullshit, ça vous enferme dans l'ignorance et la stupidité. Aux gens les plus éclairés, les plus intelligents, ceux qui vont tenter d'avoir du discernement, je vous conseille de prendre ça, de le mettre de côté et d'essayer de réfléchir et d'avoir du discernement par vous-même. Ne pas vous laisser enfumer dans ce manichéisme cosmique qui est tout à fait similaire, c'est la même chose, au fait de dire les blancs, c'est des gens bien, ou les noirs, c'est des salauds, ou l'inverse. C'est exactement pareil. On prend tous les noirs et on dit que c'est des salauds ou des gens bien, et on prend tous les blancs, hein, la couleur de peau, vous imaginez. On en est là, nous, alors qu'on est quasiment identiques, tous ensemble qu'on est sur la planète. Hein. On est quasiment identiques. Alors qu'est-ce que ça va être quand on va rencontrer des gens qui sont vraiment pas identiques à nous? Toutes les imbécilités racistes qu'on entend sur cette planète, quand on va les appliquer au cosmos, ça va devenir le bordel. Hein. Je vous dis que ça. Donc, quand vous dites c'est un reptilien, c'est un sale type et tout ça, vous n'avez pas la moindre idée de quoi vous parlez, mais pas la moindre. Vous avez simplement gobé des histoires que vous avez vues venant d'un autre ignorant. Vous n'avez pas d'expérience directe, sauf peut-être dans les drogues. Et les drogues, ça vaut rien. Voilà, j'ai terminé. Ah ben, merci Marc. Il y a une question de Daniel. Alors, j'aime bien cette question. Y a-t-il des êtres humains qui voyagent déjà dans la galaxie avec des navettes humaines? Oui, oui, de mon point de vue, oui. Alors, bon, là, évidemment, je veux pas. On ne peut rien démontrer par des paroles. Mhm. Hein, tout ça, Marco Byrne vous donne un témoignage. Je peux pas citer toutes mes sources tout le temps parce que j'ai des gens qui m'ont qui m'ont dit un certain nombre de choses, qui m'ont montré un certain nombre de choses dont j'ai pas envie de révéler les détails. Ils ont envie d'être tranquilles, vous voyez. Il y a des choses que je connais en direct et des choses que je connais en seconde main.
Tout ça, ça a commencé dans les années 60, où suite à Roswell et au fait qu'ils aient récupéré ils ont appelé ça un EBE, une espèce biologique intelligente. Un des types qui pilotait les vaisseaux des Zeta Reticuli est resté vivant quelques années. Ça a permis un contact. Et donc, ce contact s'est opéré dans une base secrète américaine, dans une base militaire américaine dans les années 60. Ça a pris un certain temps. Et puis après, il y a eu des échanges technologiques et des scientifiques de Zeta Reticuli sont venus pour coopérer avec le groupe militaro-industriel. Et donc, pour développer des technologies de rétroconception, parce qu'il ne suffit pas de récupérer un truc, il faut savoir comment le dupliquer, comment le comprendre. Et là, j'invite à nouveau les lecteurs à se pencher sur un livre qui est très intéressant, dont m'avait parlé Linda Ho d'ailleurs, qui s'appelait Le jour d'après Roswell. Le titre du livre, c'est Le jour d'après Roswell. Je répète, il a été écrit par un militaire américain qui s'appelait le lieutenant Corso, qui était rien de moins que le conseiller principal du secrétariat d'État à la Défense dans les années 90. D'ailleurs, le secrétariat d'État à la Défense, à ce moment-là, avait préfacé le livre de Corso, et après, il a prétendu qu'il ne savait pas de quoi parlait le livre. Mais il fallait. Tu préfaces un livre, mais tu n'as pas la moindre idée de quoi il parle. Et qu'est-ce que raconte Corso? C'est qu'il a récupéré avec son patron, le général machin, je ne sais plus comment il s'appelait, les détritus de Roswell, qu'ils ont essayé de trier ça comme ils pouvaient. Ils n'y comprenaient pas grand-chose. Et qu'au bout d'un moment, en triant, ils se sont dit, tiens, on va aller voir des industriels américains, on va leur montrer ça, peut-être que ça va leur donner des idées à la fois pour comprendre et pour dupliquer des technologies. Corso raconte ça dans Le jour d'après Roswell. Pour moi, lire cet ouvrage, c'est un livre majeur. Alors, il s'est décidé à l'écrire très tard, il a plus de 80 ans, et sous la pression de Linda Ho, Linda Moulton Ho, H-O-W-E. Qui lui a dit qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive, maintenant tu as 85 ans, si tu te mets une balle dans le cigare, c'est pas grave, l'essentiel c'est que quand même que tu donnes des informations précises. Donc il a écrit ce bouquin sur le tard, il a expliqué ça, et donc c'est comme ça que par exemple d'un seul coup les laboratoires Bell se sont dit tiens on va faire des semi-conducteurs à base de silicium traités à l'arsenic. Le truc leur est pas venu de leur recherche, mais de quelque chose qu'on leur a remis. Et ça, je le tiens de plusieurs sources différentes, hein, y compris de sources, voilà. Je le tiens de sources directes venant des gens des États républicains, mais je le tiens également de sources humaines. Alors, il y a très peu de gens qui sont au courant. Donc, il y a des technologies actuelles qui sont directement inspirées, qui sont directement la conséquence du contact qu'on a eu avec les exogènes. Hein, on nous aura mis des cadeaux. Alors, on a les microprocesseurs, on a eu le Kevlar et on aura bien d'autres choses dans le futur. Mais le Kevlar, c'était une imitation de la paroi extérieure des vaisseaux qu'ils ont récupérés. On a vu que les scientifiques ont vu que c'était un espèce de tissage de carbone. Et donc, de manière approximative, ils ont réussi à approcher, mais de très loin, hein, de très loin le tissage de carbone, et ils ont inventé le Kevlar. Mais ils sont très loin encore maintenant de faire ce qu'ils ont trouvé. Vous voyez. Donc, alors bon, je fais des divergences, mais je vais essayer de répondre aux questions, parce que sinon je vais parler toute la soirée. Bon, mais c'est intéressant, Marc, c'est très très intéressant. Roswell, ah oui. Alors, je vous invite à regarder également L'infirmière de Roswell pour les personnes qui ne connaissent pas Oui, ce petit reportage. oui, oui, ouais. L'infirmière de Roswell. Mais Ah, lisez ces livres, Le rapport Cometa et Le jour d'après Roswell du lieutenant Cortot. Elisabeth de Lisez ces bouquins. Caligny. Elisabeth de Caligny. Ben, je suis en contact régulièrement avec Elisabeth. Très sympa, Elisabeth. Hein. D'accord. Elle a écrit des très Ouais, bons livres. Elisabeth, c'est quelqu'un qui rapporte des choses qu'elle a réunies. Moi, je n'ai pas de problème, hein, c'est important aussi pour expliquer les choses, mais essayez de vous rapprocher des témoins directs. Avec Corso, vous avez un témoin direct. Le gars, il a mis les mains dedans. C'est ça. Dans la fibre optique, par exemple, quand ils ont trouvé la fibre optique, ils ne savaient pas ce que c'était. Et il explique dans son bouquin qu'ils ont fini par comprendre à quoi ça servait. Mais pendant des années et des années, ils n'avaient pas la moindre idée de ce que c'était que ce truc. Mhm. Oui. Donc, à quoi ça servait? Ils n'ont pas trouvé de câble du tout. Ils ont trouvé que de la fibre optique dans le vaisseau. Donc, lisez attentivement le bouquin. Alors, c'est un militaire qui écrit, il écrit avec ses pieds. Hein. C'est indigeste. Alors, le mieux, c'est de lire le bouquin en anglais.
parce que le bouquin en anglais est mauvais, mais la traduction est encore plus épouvantable. Donc, lisez le bouquin en anglais si si vous pouvez lire l'anglais, et là, c'est intéressant. Vous allez voir, voilà. Donc, il y a des éléments objectifs qui vont être un outil pour vous pour exercer votre discrimination, hein, votre discernement. Et puis, il y a un moment, il va falloir se bouger le cul et aller sur le terrain, parce que le terrain, il existe. Bon. Je vais répondre à des questions si des gens qui ont des questions, mais j'ai encore plein de choses à dire. Il y en a une qui est pas mal, Marc, c'est Bugarache. Tu vois, Bugarache, il y a une dame qui a aperçu des vaisseaux à Bugarache et elle demandait si vous connaissez un petit peu Bugarache. Oh oui. Alors, j'ai même à un moment voulu faire une vidéo sur le sujet, parce qu'il y a des gens qui ont assisté à des trucs il y a déjà plusieurs dizaines d'années. C'était plus que des trucs, hein. Et quand j'ai dit, bah tiens, je vais interviewer les témoins, machin, j'ai commencé à dire ça, je vais venir avec ma caméra, je me suis pris un mur devant moi, et les mecs m'ont dit, mais il est hors de question qu'on parle devant une caméra, on a envie de vivre. Donc, moi, j'en suis au point où, pour le coup, là, je peux vous raconter l'histoire. Ça vous intéresse? Ah oui, 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 bien sûr. Alors, je parle de plusieurs personnes qui m'ont raconté cette histoire, pas simplement une personne, et des personnes de Bugarache. Elle a plusieurs niveaux, cette histoire. Alors, peut-être que je l'ai racontée ailleurs, mais enfin, il n'y a pas si longtemps que ça que j'en ai eu connaissance. En fait, j'étais allé à Bugarache pour assister à une conférence de quelqu'un qui parlait des momies de Nazca. Et puis j'étais allé là-bas et le gars qui faisait la présentation on me connaissait, on a discuté. Bon, bref. Arrivent des gens de Bugarache, on rentre pas dans les détails, et puis on se réunit tous dans une maison de quelqu'un qui est devenu une amie. Et là, c'est peut-être pas la première fois, mais la deuxième ou troisième fois où on se voit, on commence à raconter une histoire qui m'est confirmée par plusieurs personnes. Alors, accrochez-vous, hein. Dans les années 70, donc ça date, débarque dans la région de Bugarache une secte, hein, mais des gens armés jusqu'aux dents d'armes de guerre. Ils débarquent d'un seul coup, ils s'installent dans une espèce de ferme dont ils louent les locaux, et ils s'installent, voilà. Et première anecdote intéressante, bon, on est dans une région un peu sauvage, tout n'est pas clôturé, et il y a des chasseurs à un moment qui s'aventurent sans le faire exprès dans ce domaine-là, et ils tombent sur des gens de cette secte armés jusqu'aux dents avec des armes de guerre qui leur disent ben, vous décarpissez de là, vous n'avez pas à être ici. Qu'est-ce que font ces mecs? Ils vont à la gendarmerie locale, et c'est là que les choses commencent à être intéressantes, et il leur dit il y a des mecs qui ont des armes de guerre à tel endroit. Qu'est-ce que répondent les gendarmes, d'après vous? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Premier truc bizarre. Donc les mecs sont allés se faire voir. Tu m'entends, Tony? Oui, regardez ailleurs. Regardez ailleurs. Il n'y a rien à voir ici. Circulez. Non, mêlez-vous de ce qui vous regarde. On ne prendra pas votre déposition. Quelques années après, les gens de cette secte, alors les gens l'appelaient secte, hein, je ne sais pas ce que c'était exactement, ils partent tous d'un coup. Et il y a eu des informations qui ont circulé auprès des gens de Bugarache, je vous expliquerai de quelle manière, où ce groupe armé s'est réfugié dans le Larzac. Ils ont été cernés par le GIGN qui les a complètement désarmés. On boucle la parenthèse de ce truc-là, mais c'était l'épisode 1. Quelques années après, débarquent tout un tas de gens, exactement au même endroit, dans cette propriété agricole. Alors, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ça, mais là, je vous explique, hein. Américains, Israéliens et Français. Tous les gens du coin les ont appelés les barbouzes. Mais ils n'étaient pas 10, hein. Ils sont venus à des dizaines et des dizaines avec les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants. Ils se sont établis dans cet endroit-là. Et pendant des années et des années,
les enfants sont allés à l'école avec les enfants du coin, les enfants de Bugarache et tout ça. Donc on ne parle pas d'un passage éclair. Tu avais déjà entendu parler de ça? Parce que là, je ne suis même pas au milieu de l'histoire. Hein. Bah, écoute, non, c'est la première fois, donc je suis très très heureux que tu nous le Alors, dises sur la chaîne UFO. alors moi, je tiens ça de témoin direct. Hein, là, pour le coup, là, j'explique ce que c'est qu'un témoignage de. Voilà, c'est des témoins directs qui ont vu ça, qui ont vécu ça, qui étaient là au moment où ces barbouzes sont arrivés, ceux qu'ils ont appelés les barbouzes. Israéliens, Français, Américains. Et qu'est-ce qu'ils sont mis à faire, ces gens-là? Ils sont mis à creuser des gros trous. Des trous fichtrement larges et fichtrement profonds, avec tout le matos qu'il fallait, y compris des explosifs. Les trous sont toujours là. Hein, là, on est en 2026, les trous sont toujours là, ils n'ont pas été bouchés. Ils se sont mis à creuser. Creuser, creuser, creuser. Et qu'est-ce qu'on fait quand on creuse? C'est qu'on cherche quelque chose. Ça a duré des années et des années. J'aurais dû noter les dates quand on m'a expliqué ça à plusieurs reprises, mais bon, je ne m'occupe pas trop des détails. Et il y a des histoires bizarres qui ont commencé à circuler. Alors, encore une fois, hein, c'est des histoires. Un jour, un de ses enfants, parce que ces trous sont pas sécurisés. D'ailleurs, maintenant, si on s'aventure sur le, j'ai suggéré à quelqu'un qui m'avait raconté cette histoire d'aller jeter un coup d'œil pour voir où ça en était. Il est allé. Alors, les ronds sont beaucoup poussés, etc. Il me dit les trous sont toujours là, il n'y a pas de problème. Il a trouvé des seaux de poudre blanche aussi là-bas. Il me dit mais c'est même pas sécurisé. C'est-à-dire le mec il tombe dans le trou, il s'explose 20 mètres plus bas. Bon bref. Donc, vous avez remarqué, je ne cite pas mes sources, hein, parce que je ne veux pas que les gens aient des problèmes. Mais je sais précisément de qui il s'agit, qui m'a expliqué ça. Donc, des bruits étranges ont commencé à circuler. Par exemple, un jour, un des enfants des barbouzes est tombé dans un trou. Et il est arrivé une chose bizarre, plus il tombait, plus il ralentissait. Voilà. Bon. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est quoi? On ne sait pas. Mais quelque chose comme ça. Toujours est-il que j'ai plusieurs personnes qui m'ont confirmé qu'il s'est passé quelque chose un certain jour, on était dans les années 80. Alors, je devrais pas, non, je vais pas vous dire comment, quels détails, d'où viennent les détails que je vous donne maintenant, parce qu'il se peut que la personne soit encore en vie et soit identifiable. À force de creuser, ils sont tombés sur quelque chose. Ils sont tombés sur un boyau naturel. Ils ont suivi le boyau naturel, qui a fini par s'élargir. Et ils sont tombés, à un moment dans leur parcours, sur deux grands êtres humains blonds, un homme et une femme, genre 2,20 m, 2,30 m de haut. Ils leur ont dit, vous partez d'ici immédiatement. Et quand un type de 250 kilos et de 2,30 m de haut vous dit, vous partez immédiatement, peut-être plus, hein, peut-être 2,70 m, mais enfin, c'est des géants, eh bien, les gens du village de Bugarache ont témoigné qu'ils sont partis tous, autant qu'ils étaient, avec leurs bagages, les femmes et les enfants, en l'espace d'une heure. Il paraît que même les repas ont été abandonnés sur les tables. Ils se sont enfuis, tous. Et donc, dans une seule journée, les gens de Bugarache ont constaté qu'ils s'étaient tous enfuis. Et ça, j'ai plusieurs personnes qui me l'ont expliqué. Qui est au courant de ce genre de choses? Moi, quand j'ai proposé de faire un reportage et de filmer les gens qui m'ont témoigné de ça, parce que c'était des témoins directs, oui, je me souviens, je m'en suis toujours souvenu. Pas toujours dans cette vie-là. Oui, je raconte dans Ouragan, ça aussi. Je ne sais pas que je veux faire de la pub pour mon bouquin, qui marche très bien, mais bon, je donne les détails quand même dans Ouragan. J'adore. Ouais. Et la vie d'avant aussi, je donne des détails sur la vie d'avant, comment elle s'est passée, la transition en deux parties, et puis le retour à l'incarnation. Voilà, si vous voulez un morceau de vie, d'incarnation, là, vous avez deux vies en une, avec la transition entre les deux. Qui sont les jardiniers de la Terre et sont-ils toujours là? Alors, les jardiniers de la Alors, Terre. moi, je peux donner des infos nouvelles par rapport à ça dont j'ai jamais vraiment parlé. Je m'étais dit que je pourrais vous en donner la primeur ce soir. Alors d'abord,
pour vous expliquer le truc, comment j'ai pris conscience de ça. C'est la même nuit, lors d'un voyage hors du corps, où j'ai pris conscience de la présence extraterrestre sur Terre. Je parle de la présence installée. Je ne parle pas de je passe avec mon vaisseau et je ne trouble pas ce qui se passe dans les esprits humains. Tu vois, ça, j'étais au courant depuis longtemps. Mais le jour où j'ai pris conscience qu'il y avait des exogènes sur la planète qui même circulent parmi nous, ça a été ça a été une découverte. C'était lors d'un voyage hors du corps, c'était un choc, hein. Et donc, pour l'anecdote, j'appelle un copain d'enfance qui a un site internet sur les ovnis et tous les phénomènes de ce genre-là. Et je lui dis, mais toi qui es dans les trucs d'ovnis depuis des années, pourquoi tu m'en as jamais parlé? Et il me dit la chose suivante, il me dit, mais je t'en parle depuis tout le temps, tu ne m'écoutes pas. Le fait qu'il soit sur Terre, tu vois. Il a fallu que j'aie cette expérience, le voyage hors du corps, pour voir qu'ils étaient vraiment là sur Terre, ce que j'ai vu en tout cas. Et au cours de ce même voyage, j'ai eu un autre contact. Alors là, c'était tout à fait autre chose. Bon, je ne rentre pas dans les détails, hein, parce que c'est vraiment très particulier. C'est forcément une situation extrêmement avancée, à tout point de vue. On va dire technologiquement et spirituellement. Et je ne rentre pas dans les détails de pourquoi ils sont extrêmement avancés, parce que je vais garder des détails. Pourquoi? Parce que ces détails, je vais les révéler à personne, parce que si un jour quelqu'un me raconte une histoire similaire, je saurai qu'elle est vraie. Voilà, parce que c'est très particulier. Et donc ces gens-là, alors qu'on se trimballait l'année dernière, non, c'est l'année d'avant, en 2024, on a fait un grand voyage aux États-Unis avec Anne, et on est allé dans la vallée de la mort. Et donc, ces gens qui avaient pris contact avec moi, ça devait être au début des années 2000, il y a 25 ans à peu près, en nouveau, on a discuté un bon moment. Si vous voulez, alors là, voilà, si vous voulez voir leur tronche, voir leur apparence, et commencer à comprendre comment ils raisonnent, il faut aller sur un moteur de recherche et examiner un crop circle qui a été réalisé par un observatoire. Et juste à côté de ce crop circle, il y a donc une tête d'extraterrestre qui tient une espèce de disque. Et plus loin, il y a une espèce de message sur un rectangle. Les crop circles, en général, ça n'a pas cette forme-là de rectangle. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, cet observateur, mais faites des recherches. On voit une tête d'extraterrestre et tout à fait sur un autre cercle de culture, mais ce n'est pas un cercle, c'est un espèce de rectangle qui est un message. Ces gens-là, ils sont là, voilà. Ils ont pris contact avec moi il y a déjà, bon, pour le coup, des années et des années, il y a plus de 25 ans, grosso modo. Et on a recausé quand on était dans la veille de la mort. Ils étaient là avant que l'humanité, telle qu'on la connaît maintenant, existe sur la planète. Ils existent sur un niveau de réalité qui est proche du plan physique, mais qui n'est pas le plan physique. Alors, vous allez voir que leur tronche, elle n'est pas spécialement sympathique à regarder, hein, mais ce sont des gens très avancés et très spirituels. Très, très, très avancés. Alors, le crop circle que tu parles, c'est celui où on voit l'être, ouais, un Oui, extrait dessus, il y a un disque, ouais, hein, il y a un disque, un genre de oui, il disque. tient un disque, ouais. C'est ça, ouais. Voilà, c'est cela. C'est au moment où ils ont envoyé un message, je ne sais pas si, est-ce qu'il y a un lien avec ça, le message qui était envoyé à l'époque dans l'univers, là, Ils ont, sur le disque, on a pu déchiffrer partiellement, ils ont dit attention, on vous trompe. Quelque chose comme ça. oui, Alors, voilà, ces gens-là, ils ont pris contact avec moi, mais alors, pour prendre en contact avec un voyageur hors du corps, dans son corps astral, hein, c'est pas en projection psy, hein, et faire ce qu'ils ont été capables de faire, c'est scotchant, hein. Donc, ils sont quand même très, très, très avancés. bah oui. Mais je ne rentre pas dans les détails pour des raisons de vérification, comme je l'ai dit. C'est complètement scotchant. Donc, je garantis que ces gens-là sont très avancés, très intelligents, et qui sont là depuis des millions d'années probablement sur cette planète. C'est aussi leur maison.
leur base, mais sur une octave, un niveau vibratoire différent de celui qu'on occupe actuellement. Mais ils sont là, ils sont tout proches de nous. Intéressant, Marc. Alors, connais-tu les aînés? Les aînés. Oh, on en connaît des aînés. Oui. Les Elders, ben, celui qui m'avait parlé d'eux et qui les avait vus deux fois, c'était Philippe, mais hélas, il est décédé. Et c'est dommage parce que on voulait partir en Amérique du Nord avec Anne et l'interviewer. Et j'avais dit à Anne, il faut qu'on se dépêche parce qu'il ne va plus rester longtemps sur Terre. Et le temps de dire ça, 3 mois après, il était parti. Voilà. Ah oui. Ouais. Alors, il y a une autre question également. Que dire des paralysies du sommeil? Ah ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent des paralysies du sommeil, mais c'est vrai que c'est intéressant également. Non, mais c'est très bien parce que la paralysie du sommeil, c'est vraiment, si on n'a pas peur, c'est l'état qui va très facilement nous projeter hors du corps. Parce que pour voyager hors du corps, il faut que le corps soit complètement paralysé, en état de stase, et qu'on soit totalement conscient. Et ce sont les deux caractéristiques principales de la paralysie du sommeil. Donc si les gens ne paniquaient pas et qu'ils utilisaient cet état-là pour sortir hors du corps, ça serait très facile. Et d'ailleurs, moi j'ai plein de cas, hein, là maintenant, de gens à qui j'ai expliqué qu'à partir de la paralysie du sommeil, ils faisaient facilement une sortie hors du corps et non pas une projection psy. Et depuis le début, hein, dès que j'ai publié mon bouquin, j'ai des gens qui m'ont écrit en me disant que j'ai fait de la paralysie du sommeil. Le premier à qui j'ai expliqué ça, il a fait une sortie hors du corps tout de suite. Voilà, que dans les jours qu'on suivi, et ça a transformé sa vie. Bon, je vous fais un résumé rapide. Donc, il y a Pierre-Emmanuel qui a écrit là-dessus sur son blog. Alors, il ne fait plus trop parler de lui, en tout cas officiellement. Mais il a fait comme il faisait des paralysies du sommeil et qu'il a vécu la même chose, à partir de la paralysie, il a fait des voyages. Je crois qu'il a fait un truc assez fouillé là-dessus. Allez sur son blog s'il est encore publié. Pierre-Emmanuel, voilà, qui a écrit un bouquin euh, Conscience, exploration par l'expérience. Donc, peut-être que Borvo a évoqué la paralysie du sommeil aussi, je ne sais pas, parce que c'est un très bon sujet. Donc oui, si vous faites de la paralysie du sommeil, vous pouvez l'utiliser, cette aptitude-là pour un voyageur du corps. Et c'est un Ah, Marc, il a un petit souci. Ah, c'est bon. Alors, Marc, une question et après, ben, on va finir le live, hein. Je pense qu'on va bientôt terminer. Alors, es-tu déjà entré dans un vaisseau de rétroconception humain hors du corps? Alors, non, mais j'ai assisté à des travaux. Euh, je suis rentré dans des vaisseaux exogènes à 3 reprises. Une fois où je me suis fait jeter comme une merde. J'ai toujours pas compris comment c'était possible. Et j'ai assisté une fois dans ce qu'on appelle la zone 51 maintenant, une espèce de mise au point, mais qui foirait pour... alors, c'était une technologie exogène, hein, mais pour faire changer le niveau vibratoire d'espèces de modules qui étaient encastrés les uns à côté des autres. C'était pas un vaisseau de type rond, tu vois, c'était pas ça. Et ça foirait de partout leurs essais. Donc j'étais là et j'ai regardé. Et j'ai remarqué que les gardes qui étaient là, ils avaient des uniformes bizarres, assez qu'on pouvait pas, je sais pas, cataloguer dans ce qu'on voit à la télé en tout cas, et qu'ils avaient des armes en céramique, c'est-à-dire qui étaient neutres au niveau signal électromagnétique. J'avais vu ça. Donc, je parle de ça il y a 20 ans, hein, Mhm. attends. Bon, 15 à 20, bon, 15 ans. Ce qu'ils essayaient de faire, ça foirait. Ça marchait à moitié, c'est-à-dire ça marchait pas. Alors, je suppose qu'ils ont fait des progrès depuis, mais je suis absolument certain que des vaisseaux de type triangulaire qu'on a vu au moment de la vague belge, par exemple, c'est des vaisseaux de rétroconception qui sont d'origine terrestre. D'accord. Bah, merci, Et- Marc. Il y a une question qui est intéressante également. Alors, celle-ci, moi, je la trouve vraiment très, très intéressante. Alors, les médicaments utilisés pour les maladies graves, hein, les maladies, hein, toutes maladies, est-ce que ça peut empêcher les sorties de corps? Est-ce que ça peut les empêcher? J'en sais rien, moi, ça. Non. Parce que c'est Bah, vrai que.
tout ce qui va te rapprocher de la mort va t'aider à sortir du corps. Ouais. Non, mais par exemple, les Hein. médicaments, par exemple, les antidépresseurs ou tu vois, ce genre de médicaments, hein, par exemple. Alors, les psychotropes vont diminuer tes capacités à être conscient et à transmettre l'information au corps biologique. C'est pour ça que les drogués ne sont jamais des voyageurs. C'est ça. Ah, c'est pas compliqué, hein. Mhm. Jamais. Hein. Alors, les drogues légales ou les autres drogues, hein. Voilà, ils ne sont jamais des voyageurs. Donc, parce que ça finit par abîmer. Je parle des drogués, pas occasionnels, une fois dans leur vie, hein, mais des types qui prennent régulièrement des substances plus ou moins récréatives ou soi-disant initiatiques, ça finit par dégrader les capacités neuronales et donc à diminuer la capacité de mémoriser du corps biologique. Alors, je dirais dans 85% des cas. Parce que peut-être dans 15% des cas, moi, c'est des statistiques à la Mark O'Burn, hein, à la hache, hein. Ça va plutôt améliorer les choses. Bon, mais néanmoins, moi, je ne fais que recommander de jamais utiliser de drogue, et en particulier quand on n'en a pas besoin. C'est le pire du pire. Voilà. Débrouillez-vous pour votre chemin spirituel pour vous passer complètement de drogue. Si c'est pour soigner des maladies, pour moins souffrir, etc., ça, c'est à vous de juger et aux médecins de juger, et en particulier en fin de vie. Mais si c'est pour oublier les problèmes que vous avez avec votre famille, ça va finir par vous détruire. On sait que, par exemple, l'utilisation du cannabis, ça flingue vraiment le système, quoi. Voilà, sur la plupart des gens. Ça flingue le système neuronal. Donc, un fumeur de cannabis n'est pas un voyageur. Il y a extrêmement peu de chances que ce soit un voyageur, pour les raisons que je viens de dire. La dégradation de la capacité neuronale du souvenir. Et ça abîme aussi les structures énergétiques. Alors, moi, j'ai une Mais question également qui pourrait être intéressante, mais là, on va revenir sur les ovnis. Alors, qu'est-ce que tu penses du GEPAN, toi, tu vois, le GEPAN, c'est ce type, ouais, je pense que tu alors moi, connais. j'en pense rien, je sais comment il fonctionne. D'accord. Donc, le T'en penses GEPAN, c'est compile les observations qui ont été notées par la gendarmerie. Ça va au GEPAN. Et après, il transmet à un organisme qui s'appelle 3AF, qui avec fait une, 3 voilà, les gens ne savent pas en général, mais bon, ça va à 3AF. Bon, c'était le cas encore récemment, je ne sais pas s'ils ont changé, c'est récemment. Et 3AF qui fait le stockage et le tri final. Et qui décide de ce qui est rendu public ou pas. D'accord. Voilà. Parce qu'ils ont beau, ils ont dit qu'ils avaient ouvert leurs archives de manière transparente il y a quelques années. Moi, je peux vous dire un truc, et je ne tiens pas ça du néant, c'est faux. Ils ont gardé secret ce qui était le plus chaud, Ouais, c'est ça, tout à fait. comme toujours. Mhm. Sachant que Et, ça ne sert à rien, hein. et c'est vrai qu'aux C'est, États-Unis, c'est- ils ont la même chose, hein. Alors, c'est pas le GEPAN, eux, c'est l'ARO, hein, ça s'appelle l'ARO. Et il y a beaucoup plus Hmm. de documents et de photos sur l'ARO, tu vois. On voit beaucoup plus de choses sur leur site que sur le GEPAN. Ouais. De toute façon, ces organismes officiels ne servent à rien. Ouais. Mais aux États-Unis, il y a pas mal de divulgation, hein, Marc, ça commence à venir quand même, hein. Il y a Luna, je ne sais pas si tu vois la dame Luna là, qui en parle régulièrement. J'aurais pas. C'est qui? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Luna, c'est celle qui travaille avec Trump, hein. Elle travaille avec Trump, c'est une dame, une brune, qui parle, qui est souvent dans les congrès américains, où elle Et parle elle dit d'ovnis. quoi? Elle parle souvent des ovnis, hein. Elle parle d'ovnis, ouais. Des êtres extradimensionnels. Ouais, mais tu sais quoi, ça, vu la société comme elle est conditionnée, y compris la société américaine, hein, encore que c'est peut-être une des plus conscientes du phénomène, grâce au travail de Greer, par exemple, et des gens qui l'ont inspiré. Mhm. Euh, c'est très facile d'enfumer les esprits des humains tant qu'ils sont stupides. Donc, tout ça, il suffit de dire que c'est des conneries, que c'est des trucs à la Trump. Tiens, par exemple, tiens, je vais te la faire courte. Oui, oui, Trump est un débile mental. C'est un psychopathe. Et Ah tous oui. les gens qui l'entourent sont des psychopathes, des conspirationnistes. Et il nous balance des histoires d'extraterrestres. Allons-y. Mais pourquoi pas encore? Et l'affaire est réglée. Tu as 90% des Américains et des autres qui vont gober cette histoire. Ils vont dire c'est des conneries. Parce que Trump est à côté. Et voilà, l'affaire est réglée. Terminé. Il n'y a plus rien à voir. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on garde les gens complètement désinformés. Très facile de manipuler les gens et de les endormir. Moi, je pourrais travailler dans le bureau de la désinformation, je serais bon, hein. Ah ouais.
Ouais. Allez, Marc, Ah, si ouais. on me donnait 1 million de dollars par mois, moi, je bosse pour eux, il y a pas de problème, hein. Et je t'invente des trucs merveilleux. Bon, bah Marc, je vais te laisser. Je crois que moi, c'est pareil, hein, j'ai des petites choses à faire. Donc, je pense qu'on va conclure le live. OK. En tout cas, on a pu le faire quand même sur YouTube. C'est sympa. C'est le premier. Bah, oui, c'est bien. Ah ouais. Bah, c'est bien. De toute façon, tu voulais mettre sur YouTube au bout du compte. Bah, moi, il est sur la chaîne. Je vais te transférer le lien, hein. Je t'envoie le lien, Marc, c'est ça, hein, le lien, et tu fais. D'accord, tu m'enverras le lien et puis moi, j'essaierai de le mettre en rappel sur ma chaîne. Parce que j'ai que mon portable, là, que mon téléphone portable. Donc, D'accord. mais j'arrive de mieux en mieux à me débrouiller avec ça. Ah bah, moi, j'ai encore du mal, Marc, hein. Je suis à la traîne encore, hein. J'ai encore Ouais, du mal, hein. chez les Bon. pros, ouais. Bon, je vais me coucher parce que ça va pas me faire de mal. Je suis Ah bah, ça va faire du cassé. bien, Marc. En tout cas, merci, malgré la grippe, je pense que tu es venu et grand merci à toi. Et J'ai merci à encore toutes les personnes. un peu de fièvre, mais bon, j'ai tenu, hein, parce que vous êtes sympa. Je Il y crevais. avait du monde, hein, Marc, hein. On a eu pas mal de passages. Là, on est à peu près 500. Donc, c'est pas mal pour la première sur la petite chaîne UFO. Là. C'est bien. Ouais, c'est pas mal, bah oui. Ouais. Ah ouais. Bon, bah, bisous à tout le monde, bonne nuit, hein. Enfin, bon, pour nous, c'est la nuit. Il est 23h30 à Pondichéry. Bonne nuit. Bonne nuit, mon Allez, petit. Bientôt. salut, On salut, se ciao. recontacte, Marc. Je te recontacte prochainement pour faire un débrief. Salut. Ouais, on en parle. On en reparlera. Salut. Allez, salut, salut. Ciao, ciao. Merci les amis. Eh ben, merci à tout le monde, hein. Je pense que vous avez passé une bonne petite fin de soirée avec nous. Et merci à toutes les personnes qui ont suivi la chaîne. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à cette chaîne. Et on refera des lives avec Marc par la suite, ne vous inquiétez pas, quand il sera revenu en France. Merci les amis. Merci à tout le monde. Bonne soirée à tous les amis. Et prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous. Je relancerai un petit live tout à l'heure sur TikTok pour les personnes qui me suivent également sur TikTok. Donc, on se retrouve, les amis, tout à l'heure sur TikTok pour faire un petit débrief ensemble. Et désolé pour les petits soucis techniques également. Je tiens également à m'excuser. Bien sûr, je le ferai tout à l'heure également sur la chaîne TikTok Alien. Donc, on n'a pas pu faire autrement de le faire ici parce que Marc, il n'avait pas accès, bien sûr, en Inde. Il n'avait pas l'accès pour faire un live sur TikTok. C'est bien dommage. Mais bon, on l'a fait quand même, les amis. C'est superbe. Salut. Salut à tous.